on va parler des différentes possibilités de sauvetage d'un navire. Donc ces différentes possibilités, c'est un sujet à la croisée des enjeux techniques, juridiques et assurantiels, sauvetage, assistance, remorquage, responsabilité, assurance, règlement des sinistres. Le sauvetage d'un navire engage une chaîne d'acteurs au rôle clé qu'on va explorer à travers 4 regards complémentaires. Stéphanie Schweitzer, merci d'être avec nous. Vous êtes associée chez HFW, avocat spécialisé dans le droit maritime. Wilco Alberda, vous êtes responsable commercial et réclamation sinistre chez Smith Salvage, qui est l'opérateur majeur d'intervention maritime qui organise donc des opérations de sauvetage et toute la logistique afférente. Laurence Biard, qui est gestionnaire sinistre expert corps de navire pour Alliance Commerciale, spécialiste du traitement des sinistres navires, qui sera davantage sur la prise en charge des sinistres et les enjeux assureurs, tout comme Alexandre Rocher, qui est directeur corps et P&I chez Essotier-Verlingue, qui est spécialiste des assurances maritimes. Voilà. Pour info, parce que je ne le savais pas évidemment, le corps, c'est la couverture des dommages matériels subis par le navire lui-même. Voilà. J'espère ne pas m'être trompé. Ça augure bien pour cette table ronde. Stéphanie Schweitzer, afin de bien définir les choses, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont le sauvetage et l'assistance ? Effectivement, ça peut être intéressant de reprendre un peu les définitions. L'assistance maritime, c'est le secours apporté alors à un navire ou à sa cargaison, c'est-à-dire en fait à tous les biens qui peuvent éventuellement se trouver à bord. Le terme sauvetage, même si c'est vrai qu'on l'a utilisé dans le titre de la table ronde, mais on l'emploie peut-être plus volontiers pour le sauvetage des personnes. L'élément central qui permet quand même de qualifier une opération d'assistance, et on y reviendra sans doute dans les exemples qui seront donnés, c'est l'existence d'un péril, d'un danger pour le navire et qu'il faut donc venir secourir. Ça le distingue notamment des opérations de remorquage qui peuvent intervenir lorsqu'un navire par exemple n'a plus de propulsion mais n'est pas en danger, et à ce moment-là on est sur une opération juridique qui va être différente. Le sauvetage des personnes est obligatoire, il n'est pas rémunéré, alors sauf si ce sauveteur de personnes contribue également au sauvetage des biens. En revanche, l'assistance, c'est-à-dire le sauvetage, l'assistance maritime, c'est-à-dire le sauvetage des biens et du navire, est facultatif. Pour autant, il nécessite quand même la mobilisation de moyens humains et techniques qui sont, effectivement, vous parliez de la technique, qui peuvent être très importants, effectivement d'une compétence et de moyens, encore une fois, qui doivent être engagés pour sauver un navire en difficulté. Donc en fait, il faut prévoir, et ça fait un certain temps que ça existe, plus d'un siècle, une rémunération incitative, effectivement, parce que si c'est facultatif et en plus c'est dur, ça va être compliqué de rameuter des participants. Et donc c'est en cela que l'institution est assez particulière, mais je dirais comme la plupart des institutions maritimes. Elle est plutôt bien encadrée juridiquement parce qu'on a une convention internationale qui a été ratifiée par un grand nombre d'États, dont la France, qui date de 89 et qui uniformise assez bien les différentes règles qui sont applicables, que ce soit la définition ou le régime juridique qu'on regardera après. Et par contre, il peut y avoir des petites distinctions entre les droits locaux applicables, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas forcément réglé par la Convention ou tout ce qui va être interprété au sein de la Convention. Juste un petit exemple, et il y en aura d'autres, mais sur le droit, par exemple en Angleterre, en droit anglais, la question du caractère volontaire de l'assistance est assez primordiale. Et donc si l'État requiert les services d'un navire pour porter assistance, il est possible que ne se soit pas qualifié d'assistance maritime, et à ce moment-là, il y a une rémunération qui sera versée, mais sur d'autres formes, alors qu'en France, si l'État requiert en fait l'assistance d'un navire, ça sera qualifié d'assistance maritime avec le régime rapidement que je vais évoquer sur la Convention. Alors, le principe principal de la Convention, c'est donc sur la rémunération. Alors, il y a effectivement la définition, c'est le principe de no cure, no pay.
Je vois que vous tiquez, c'est vrai que lors de nos échanges, vous avez demandé pourquoi no cure, no pay. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de rémunération. Par contre, s'il y a un résultat, il y a une rémunération qui est calculée sur le résultat obtenu, c'est-à-dire sur les valeurs sauvées. Et donc la rémunération dépend du succès de l'opération, ce qui est assez... on parlait de la nécessité de motiver et d'être incitatif, et c'est exactement ça. Et donc, il y a certains critères qui sont posés par la Convention, comme la valeur des biens sauvés, les efforts pour protéger l'environnement, on en reparlera je pense, les dangers encourus et par exemple et le temps et les moyens mobilisés. Peut-être juste un dernier mot, on peut distinguer aussi l'assistance occasionnelle de l'assistance professionnelle, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être un assistant alors que ça n'est pas son métier. Un navire qui croise sur sa route un autre navire en difficulté peut parfaitement lui porter secours s'il a les moyens de le faire, et il aura le droit au terme de la Convention 89 à une rémunération. Et il y a aussi l'assistance professionnelle qui est assurée par des navires spécialisés de haute technicité et qui sont équipés pour intervenir rapidement et efficacement. Et Smith, je parle pour Wilco, en est un des parfaits exemples. Alors Wilco, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les réalités opérationnelles sur le terrain? Wow, translator. Incroyable cette traduction. Bien, tout à fait. Il y a 4 types de cas de sauvetage que l'on rencontre. Les bateaux à la dérive, avec une panne de moteur principal, les cas d'incendie, les collisions et les échouages. Voilà donc quels sont les grands cas que l'on a à traiter. Donc il y a 4 grands entrepôts dans le monde entier. Nous mobilisons tous nos bâtiments, notre navire, notre personnel à partir de ces 4 entrepôts afin d'aller sauver les bateaux. À nous communiquer. Les chiffres, c'est un peu difficile, mais ça varie. Pas mal. On peut dire qu'il y a des tendances. Par exemple, cette année, nous avons 1 ou 2 collisions qui, historiquement, sont assez rares. Je crois, si vous prenez tout l'historique de 30-40 ans, ce sont les échouages les plus courants dans les incidents. Mais maintenant, récemment, ces 2 dernières années, nous avons vu beaucoup de cas d'incendie, pas simplement des porte-conteneurs, mais aussi de porte-voitures. Et ça, c'est très, très difficile à gérer parce qu'on ne peut pas simplement aborder un navire comme cela et éteindre le feu. Ça, il y a des vies humaines en jeu. Merci pour ces précisions. Stéphanie Schweitzer, encore pour vous, est-ce que vous pouvez nous présenter les différents contrats et options qui existent? Alors déjà, oui, il faut préciser, les opérations d'assistance, évidemment, elles sont souvent réalisées dans l'urgence, forcément, parce qu'il y a un danger. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contrat, c'est-à-dire que la rémunération va être due dès lors que la Convention de 89 s'applique. Mais pour autant, et notamment les assistants professionnels, ont souhaité et demandé, et ça existe depuis longtemps, qu'il y ait un contrat qui puisse encadrer leur intervention, ce qui est normal, puisque plutôt que de se mettre autour de la table après pour définir l'opération, là il y a un contrat, et donc c'est pour ça qu'il y a eu des formes, enfin des contrats standards qui ont été élaborés, et la plus connue et la plus utilisée sans doute, c'est la Lloyd's Open Form, LOF ou LOF, vous pouvez prononcer comme vous voulez, qui est donc un contrat alors qui est basé sur les mêmes, effectivement sur le no cure no pay, qui reste quand même le principe fondateur de l'assistance, mais avec une rémunération qui est évidemment fixée a posteriori, c'est-à-dire après que l'opération soit réalisée, qui prévoit en général un arbitrage à Londres. Alors l'avantage, c'est quand même, c'est un contrat qui est assez simple puisqu'il fait 2 pages en fait, et vous avez des box à tickets. Alors la clause d'arbitrage, évidemment, on en fait 10, ça c'est normal, voilà. Mais en tout cas, c'est un contrat qui est assez simple et donc qui peut être conclu avant l'opération, et à ce moment-là, chaque partie sait dans quel cadre elle intervient. On peut citer, pour revenir en France, le contrat type Villeneuve, qui est un peu le même type de contrat et qui est toujours sur la base no cure no pay. Peut-être que la grande différence avec ce contrat-là, c'est qu'il prévoit l'application du droit français et la compétence des arbitres en France,
Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a une différence, puisque finalement les critères de détermination de la rémunération sont les mêmes, c'est fixé par la Convention, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. C'est parce que, et on y reviendra encore une fois peut-être tout à l'heure, parce que les rémunérations, traditionnellement, et ça je ne pense pas que je vais être démentie là-dessus, sont beaucoup plus élevées, voire beaucoup plus élevées en Angleterre qu'en France. Donc c'est un sujet, le choix de ce forum, sachant que traditionnellement on va plutôt vers une compétence anglaise. Et il y a aussi quand même, parce que la difficulté c'est que dans les deux cas, la rémunération d'assistance n'est pas prévisible au départ, enfin elle peut être calculée théoriquement, mais elle n'est pas prévisible, et les assureurs notamment aiment bien quand même ce qui est un peu prévisible et peuvent parfois, et je pense qu'ils vous l'expliqueront, souhaiter des contrats avec plutôt des rémunérations fixes prévues à l'avance, type taux journalier. Merci pour ces précisions encore une fois. Laurence Biard, je m'adresse à vous maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets et la manière dont les assureurs de coque traitent ce type de cas? Oui, je peux en donner plus que ce que je ne souhaiterais d'ailleurs. J'ai envie de commencer par dire que c'est le choix et le contrat qui va être mis en place dépend beaucoup des circonstances et on ne va pas forcément dire non à une LOF ou reprocher à un assuré d'avoir signé une LOF, parce que tout dépend des circonstances. Je commencerai par vous donner des exemples où nous n'avons pas eu à signer de LOF alors que le danger était vraiment imminent. Le premier cas qui me vient à l'esprit, c'est un pétrolier qui avait perdu sa propulsion au large de l'océan et qui se trouvait malheureusement sur le trajet d'un ouragan. Et finalement, grâce à un assuré qui était très réactif, un courtier qui l'était tout autant, en fait, la collaboration entre nous trois s'est faite tout de suite et on a pu signer un BIMCO to hire plutôt qu'une LOF qui nous a permis d'avoir un taux journalier, donc on savait combien on allait payer à peu près, plutôt qu'une LOF où on ne savait pas où on en serait à la fin. Et ça, c'était grâce à l'assuré, donc qui collaborait énormément, à l'apport de notre expérience en tant qu'assureur, puisqu'on a connu d'autres situations, et on apporte un soutien technique non négligeable grâce à nos ingénieurs internes, donc des anciens marins généralement, donc chez Allianz, c'est Allianz Risk Consulting, qui vont eux amener leur œil technique, qui vont nous dire si le remorqueur choisi ou qu'on nous propose est le bon en termes de puissance par exemple, si le prix du fuel qu'on nous propose est correct, si le temps pour venir va pas faire que le navire va couler avant que le remorqueur arrive. Voilà, donc c'est plein de choses qu'on négocie, qu'on va aider l'assuré à analyser. Et après, c'est l'assuré qui choisit, mais généralement, on a donné notre accord au préalable, pas sur la prise en charge, mais sur le fait que le contrat était bon et que les taux journaliers étaient corrects. Et ça, je vous coupe juste, oui. Ça se fait en combien de temps? Alors, ça peut se faire en quelques heures. Vous êtes obligé d'être hyper réactif? C'est ça. J'ai eu un dossier où le navire prenait l'eau en large de la Nouvelle-Zélande, où il n'y a pas grand monde, et on a dû gérer les remorquages. À l'époque, j'étais encore à Singapour, et je gérais avec quelqu'un en France, et on faisait 24/24 pratiquement de gestion avec l'assuré, qui lui ne dormait pas, je pense. Voilà, donc ça peut exister, mais il faut une très étroite collaboration avec l'assuré et les courtiers, où généralement on a des réunions tripartites avec les experts même, pour pouvoir avancer. Ce que je disais, c'est qu'on ne va jamais refuser une LOF si les circonstances le justifient. Un abordage avec deux navires qui s'encastrent et qui ne se libèrent pas l'un de l'autre, avec des vies humaines à bord, on ne va pas reprocher d'avoir signé une LOF pour sauver les navires le plus vite possible, d'autant que la pollution est potentiellement importante. Donc là, on comprend tout à fait qu'une LOF peut être justifiée pour une intervention en urgence, avec tous les moyens nécessaires pour sauver le et les navires. Et ensuite, la collaboration aussi, parce que quand on est prévenu tout au début, eh ben, on peut gérer avec le moins de surprises possible le déroulé des événements.
Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas prévenu dès le début? Ça paraît un peu ubuesque, c'est comme un accident de voiture, je sais pas, on prévient son assureur. C'est vrai. Alors, très souvent, on est prévenu. Des fois, les médias nous préviennent même avant les courtiers. Ça peut arriver qu'il y ait tellement de chaînes de reporting, en gros, que chez l'assuré, on prévient les assureurs quelques jours après l'événement. Et on se retrouve devant le fait accompli. Et c'est plus difficile pour nous d'anticiper les réserves pour nos dossiers, d'anticiper combien ça va coûter. Et puis c'est surtout très difficile d'aider l'assuré sur le moment, puisqu'on n'est pas au courant, alors qu'on est là pour ça. Notre but, c'est quand même d'aider l'assuré à sauver son navire dans les meilleures circonstances. Alexandre Rocher, est-ce que vous avez des exemples aussi? On voit bien la nécessité d'être hyper réactif. Vous avez des exemples à nous donner? Déjà, pour compléter le propos de Laurence, elle a raison dès le départ. En fait, au départ, on part d'une feuille blanche. Il y a un événement, mais on a très peu d'informations. Donc l'idée, c'est très rapidement de créer une boucle de communication entre l'assuré, l'assureur et le courtier pour remonter les informations, analyser ces informations et pouvoir prendre les décisions le plus rapidement possible. C'est ça un peu l'urgence immédiate et à laquelle on essaye collectivement de répondre. Voilà. Alors si on prend d'autres exemples, désolé Laurence, mais il n'y a pas que le tien, il y en a beaucoup trop à notre goût aussi, également. Moi j'ai l'exemple en tête, un souvenir d'un bateau qui était en blackout au large du Brésil. Et on avait un petit peu de temps pour analyser les choses. Et en fait l'idée c'était d'analyser avec l'AIS, savoir comment le bateau se comportait en fonction des courants et des vents, pour voir s'il y avait un risque par rapport à la côte. Et en fait, en prenant ce temps-là, on a pu décider et prendre les décisions de savoir, on prend un remorqueur ou alors on déclenche une assistance, etc. Donc ça, c'est un exemple que j'ai en tête pour un armateur français, il y a quelques années. Un autre que vous connaissez peut-être, c'est une collision au large du Cap Corse en 2018, où il y a deux bateaux qui étaient encastrés l'un dans l'autre. Alors tout à l'heure, Laurence prenait l'exemple de deux bateaux qui restent encastrés. Là, on a eu un petit peu de chance, c'est-à-dire qu'on a attendu, et en fait, comme il a commencé à y avoir un petit peu de houle, ça a fait bouger les bateaux, ils ont réussi à se désimbriquer. Et donc, en fait, au lieu de payer une somme autour de 2 millions, on a pu ramener une indemnité à 200 000 $. Donc, et ça dépendait parce qu'il n'y a pas de péril imminent, même s'il y avait des sujets de pollution, etc. On a quand même pris le temps de la réflexion et puis au final, je pense que collectivement, les bonnes décisions ont été prises. Donc on voit les exemples sont très nombreux, trop nombreux évidemment. Et comment est-ce que les P&I Clubs interviennent dans le déclenchement ou la coordination d'un sauvetage? En fait, dans ce type de situation, la priorité elle est donnée à l'assureur corps et machine, définitivement. Le P&I Club, il est prévenu. En général, il se met en soutien et à disposition en fait de tout le monde. En fait, lui, il fait un focus un petit peu sur les intérêts qu'il a à bord, donc passagers, membres d'équipage, et puis on va revenir sûrement plus tard, le risque environnemental, qui est de plus en plus important depuis la fin des années 90 et pris en compte dans les formes de contrats dont on parle aujourd'hui. Laurence Biard, du point de vue assureur corps, comment vous êtes alerté et comment vous prenez en charge dès le début? C'est ce que j'expliquais, c'est que le courtier est généralement celui qui nous déclare le sinistre et quand c'est un événement majeur, on est alerté dans l'heure ou les 2 heures qui passent en fonction des décalages horaires, puisque les navires peuvent être partout dans le monde. Ça arrive que les médias nous avertissent avant, donc là c'est plutôt la panique chez les assureurs quand on est informé d'un incendie à bord, tout le monde vérifie si c'est en risque chez l'un ou chez l'autre et à partir de ce moment-là c'est comme une gestion de crise un peu où on va faire intervenir nos ingénieurs, faire intervenir pourquoi pas des experts sinistres de nos autres bureaux. Je sais que moi j'apporte mon soutien à nos bureaux allemands et anglais dans le cadre de gros événements parce qu'on a tous des expériences différentes et on va apporter on est tous complémentaires, on va tous amener quelque chose de différent qui va nous permettre de trouver des solutions avec l'assuré, pour l'assuré. Et voilà, on va vraiment faire en sorte que ça se passe le plus vite possible surtout. Wilco, vous êtes sauveteur, vous préférez travailler sous LOF ou sous contrat commercial? Pourquoi? Eh bien, la réponse correcte, c'est ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend des valeurs en jeu, ça dépend de beaucoup de facteurs.
Et si c'est un incident très grave, bien sûr que nous préférerions avoir une LOF et nous faisons tout ce qu'il faut pour obtenir une LOF parce que nous ne voulons pas avoir de retard pour mettre en place un contrat s'il faut réagir rapidement. Mais si ce n'est pas un incident très grave, s'il y a du temps pour la négociation et que c'est évident, eh bien, les contrats Daily Rec Hire, c'est un contrat parfait. Et donc, mais dans les cas les plus urgents et les plus graves, bien sûr, que nous faisons le forcing pour une LOF, parce que nous voulons nous mettre en action le plus rapidement possible. Le LOF est-il en déclin et pourquoi? Oui, eh bien, je crois que si vous revenez il y a 25 ans, il y avait environ 150 à 200 LOF par an. Si j'ai regardé l'an dernier, on était à 15. Cette année, on en a déjà eu 11. Je crois que j'aime penser que nous sommes arrivés à un statu quo où on a environ 20-30 LOF par an. Ça n'a jamais été un nombre stable. Les incidents n'arrivent jamais quand on le souhaite. Hein. Ça arrive souvent le week-end ou n'importe quand. Et puis, le nombre d'incidents fluctue énormément d'une année à l'autre. Et c'est pour ça que la LOF est importante, parce que comme cela, la rémunération vous couvre aussi pour les années où vous n'avez pas beaucoup de contrats, parce qu'il faut entretenir vos entrepôts, il faut entretenir les plongeurs. Et ça, c'est une activité très coûteuse. Et donc, oui, c'est comme ça que fonctionne le modèle économique. En tête l'affaire Evergiven, est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est? C'était un incident qui a eu lieu en mars 2021. Vous pouvez nous dire où ça en est aujourd'hui? On l'a remis à flot. Du point de vue contractuel, nous sommes entrés en conflit un peu avec l'armateur. Quand l'incident s'est produit immédiatement, nous avons réagi, nous avons envoyé une équipe et nous avons proposé une Lloyd's Open Form parce qu'à notre avis, c'était un cas de LOF, même si c'est en baisse. Et ils ont refusé, pardon, d'accord, pourquoi pas. Ils nous ont proposé un taux journalier. Et pendant que nous attendions la proposition, nous préparerions à remettre à flot l'Evergiven. Le fait est que nous n'avons pas reçu de réponse à la proposition. Et le jour d'avant que nous ayons remis à flot le bateau avec la SCA, avec l'autorité du canal de Suez, il faut dire, ils sont revenus avec une contre-proposition qui était complètement différente de ce dont on avait parlé auparavant. Et ensuite, on a remis le bateau à flot. Et en fait, nous leur avons dit, bon, désolé, il n'y a pas de contrat en place. La raison pour laquelle on l'a fait, c'est que s'il n'y a pas de contrat en place, on peut dire que c'est un sauvetage au titre du common law. Et donc, on peut faire une réclamation sur la base d'une LOF. C'est un peu semblable. Et donc, en retardant les questions de façon significative, en ne mettant pas en place de contrat alors que nous faisions de notre mieux, en fait, ils se sont tirés une balle dans le pied en n'acceptant pas de contrat ou en ne signant pas de LOF au début. Donc, nous sommes allés devant les tribunaux parce que l'armateur a dit qu'en fait, on avait un contrat en place, ce qui n'était pas le cas. Et donc, il s'est avéré que la haute cour et la cour d'appel britannique a dit qu'on avait raison et qu'on nous a donné raison. Et donc, on prépare une négociation et un contentieux sur la base d'une rémunération au titre de l'article 13, qui est substantiellement plus élevé que ce que ça aurait été au titre d'un taux journalier. Et qu'est-ce que cette affaire a causé comme impact a posteriori? Écoutez, il y a beaucoup d'armateurs maintenant et d'assureurs qui s'inquiètent davantage des modalités contractuelles lorsque dans les échanges on dit sous réserve des dispositions contractuelles. Ce qui se passe, c'est les retards. C'est-à-dire qu'on refuse une LOF, d'accord, mais alors il faut veiller à ce qu'il y ait un taux journalier ou une solution de substitution immédiatement. Il ne faut pas laisser les choses pourrir pendant une semaine pendant qu'on assure un service. C'est-à-dire que, parce que pendant ce temps-là, évidemment, l'état du navire se dégrade très rapidement. Donc, et là, le problème s'aggrave. Donc, les retards dans la contractualisation n'est qu'une cause de problèmes supplémentaires.
Exemple bien concret, Stéphanie Schweitzer, en cas de litige sur l'indemnisation ou la rémunération du sauveteur, comment se règle ce contentieux ? En cas de litige, ça veut dire que donc les parties ne se sont pas mises d'accord sur la rémunération. C'est vrai que c'est quand même assez technique et comme je vous l'indiquais, en fait, il y a l'assiette qui sont les biens et les valeurs sauvées qu'il faut évaluer. Hein. Et puis, il y a le pourcentage sur les valeurs sauvées qui va conduire à déterminer la rémunération. Et c'est vrai que ce pourcentage, bon, il dépend de pas mal de critères et donc il n'est pas facile à évaluer. Et c'est pour ça que parfois, ça peut terminer en arbitrage, même s'il y a des accords, hein, il y a beaucoup d'accords. Et comme je vous l'indiquais aussi, ça dépend quel forum d'arbitrage vous avez. Et à Londres, on peut avoir par exemple des rémunérations qui correspondent à 50% des valeurs sauvées. Vous pouvez en revanche avoir des rémunérations, et c'est vrai qu'on voit ça peut-être plus en France, qui correspondent à 3% des valeurs sauvées. Et donc vous avez des chiffres qui sont très différents, évidemment d'un événement à l'autre, mais peut-être d'un forum à l'autre, alors après peut-être même d'un juge à l'autre, mais voilà, ça donne un exemple des distorsions qu'il peut y avoir sur la rémunération. Et pourquoi il y a des litiges de temps en temps. Et donc le droit applicable ou la juridiction compétente se définit à partir de quoi ? Elles sont définies au départ quand il y a un contrat dans le contrat. C'est le contrat qui va définir et c'est un des avantages du contrat parce que sinon il va falloir savoir quelle est la règle applicable parce qu'on va être on a la convention la convention qui va déterminer les règles matérielles. Mais c'est vrai que le contrat il permet surtout de déterminer devant quelle juridiction on peut aller. Et alors là ça aussi économise pas mal de frais d'avocat parce que quand on ne sait pas devant quelle juridiction aller, ça veut dire qu'il va déjà y avoir une bataille sur le tribunal devant lequel on doit aller. Donc c'est quand même mieux de se mettre d'accord, quelle que soit d'ailleurs la juridiction devant laquelle on va devoir débattre de la rémunération si on ne s'est pas mis d'accord. Vous avez en tête quelques sujets où justement c'était pas écrit dans le contrat ? Oh, j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup. Après, vous allez avoir ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une bataille, celui qui parfois est le plus rapide, devant la juridiction pour aller devant la juridiction qui va être la plus favorable. Et donc, à trouver des critères, il y en a pas mal, hein, on en trouve, hein, nos avocats, des critères de compétence. Et oui, pour essayer, on a pas mal d'exemples où effectivement, alors en plus, vous pouvez avoir un droit limité, donc vous pouvez avoir envie d'aller mettre en place un fonds de limitation qui va peut-être aussi donner compétence. Enfin, donc vous avez, oui, enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on recommande et il vaut mieux éviter de se battre déjà sur la juridiction parce que c'est un peu dommage de ne pas aller directement sur le fond. Ouais. Alexandre Rocher, je me tourne vers vous sur la clause scopique dans les contrats d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle prévoit ? Alors déjà expliquer que, comme vient l'expliquer Stéphanie, qu'il y a quand même une incertitude sur l'indemnité au sein de la LOF. Donc en fait, la scopique, qui veut dire Special Compensation of P&I Club, elle est là, cette clause-là, pour donner une certaine assurance aux assisteurs d'intervenir pour sauver et protéger le risque environnemental. Et ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été pris en compte à la fin des années 90. En fait, on prenait quelques chiffres tout à l'heure, dans les LOF, on considère qu'à peu près 30% des LOF où en fait une scopique est prévue. D'accord ? En fait, il y a une box 7, comme l'a présenté Stéphanie tout à l'heure, il y a des box, et donc il y a la box 7, si elle est stickée, ça veut dire qu'on prévoit la possibilité pour l'assisteur d'avoir recours à la scopique. D'accord ? Et dans ces 30% de prévision, en fait, c'est l'assisteur qui notifie l'armateur de sa volonté de déclencher la scopique. Et on va dire que c'est dans 25% des cas que cette scopique elle est déclenchée. Alors cette scopique, comme je vous l'ai dit, son intérêt c'est de protéger, d'assurer une indemnité, une compensation en vrai à l'assisteur pour protéger le risque environnemental. Pourquoi elle est mise en place ? Parce qu'il y a des fois la valeur assurée et donc la base de calcul de l'indemnité, elle est trop faible par rapport aux frais qui doivent être engagés par l'assisteur pour sauver le navire. Et d'avoir cette compensation, ça permet de garantir une rémunération minimum quelque part. Vous voyez ? Et alors, c'est simple, l'indemnité de la scopique, la compensation, elle est fixée avec l'appendice A de la clause scopique qui prévoit pour telle opération, ça coûte tant. Et sur ce montant, il y a 25% de charges supplémentaires qui sont appliquées et ça donne cette compensation scopique. Vous voyez ?
Et en fait, après, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'opération de sauvetage, donc il y a une indemnité qui est due au titre de l'article 13 de la LOF, vous voyez, et on la déduit de la scopique et ça donne cette indemnité. Je vais prendre un exemple pour illustrer parce que sinon c'est pas très simple. Imaginons que l'article 13 de la LOF prévoit une indemnité de, enfin après le calcul, etc., on est à 2 millions de dollars par exemple. Et on voit que dans la scopique, on a pris notre indice A, on a fait notre petit calcul, on a appliqué nos 25%, on est à 2,5 millions. Eh bien, il y a 2 millions qui vont être pris par les assureurs Corps et Machine et les 500 000, 2,5 millions moins 2 millions, qui vont être pris par l'armateur au titre de la scopique. L'armateur qui, lui, se fait indemniser cette partie-là par son P&I Club. Et il y a une garantie aussi qui est mise au moment où la scopique est déclenchée par les P&I Club d'une valeur de 3 millions de dollars. Comment va être garanti le paiement derrière quand il y a une clause? Par cette fameuse garantie P&I Club qui est émise pour un montant de 3 millions de dollars. En fait, la scopique, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça donne de la visibilité à l'assisteur sur l'indemnisation. Et c'est ça, en fait, son objet, pour encourager l'assisteur à bien performer et à sauver le navire, peu importe la valeur à sauver, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer si la clause n'est pas activée, cette clause scopique? Dans ce cas-là, la partie scopique ne s'implique pas et on est juste sur la partie indemnitaire de l'article 13. Et Stéphanie Schweitzer, comment est-ce que les armateurs souhaitent voir évoluer le sujet? Les armateurs, je ne sais pas, je pense que surtout ils aimeraient bien ne pas avoir le sujet. Mais après, je pense que ce qui est intéressant quand même, ce qu'on voit ici, et c'est important pour les armateurs, c'est de voir que quand il y a une communication et une coopération entre les différents intervenants et qui connaissent très bien leur métier, on le voit avec nos 3 intervenants opérationnels ici, ça se passe plutôt bien. Je pense que le contrat est celui en général quand il y a de la communication qui est le bon contrat. Et puis surtout un accord peut être trouvé, les opérations sont bien effectuées et ça se passe et c'est intéressant effectivement de ce que disent nos intervenants, c'est que immédiatement la communication doit être instaurée entre ces différents intervenants et tout ça c'est évidemment aussi au bénéfice de l'armateur. Après, je pense que la LOF, pour revenir à ça, et puis parce qu'on s'interroge aussi, moi ce que je regrette un petit peu, plutôt à titre personnel, hein, mais c'est qu'on n'ait pas moins de... Enfin, c'est que on n'est pas beaucoup de litiges en France d'assistance, qu'effectivement il y a beaucoup de litiges qui sont portés devant les juridictions anglaises. Après, la question qu'on peut se poser, c'est pas tant de dire qu'est-ce qui n'est pas bien en Angleterre, mais qu'est-ce qui plutôt ne va pas en France et pourquoi finalement on a si peu de litiges. Et en fait, la question qui peut aussi se poser, c'est pourquoi il y a une telle différence de rémunération en France par rapport à l'Angleterre. Et ça serait peut-être de un peu revaloriser les rémunérations et qu'il n'y ait pas une si grande différence. À ce moment-là, il y aurait peut-être plus de choix pour le forum français et pour l'application du droit français. Et qui est-ce qui pourrait faire évoluer ces choses-là? Parce qu'il faut une harmonisation, enfin, en tout cas... Oui, après ça peut être la jurisprudence, il y a un côté qui est technique, peut-être effectivement plus de litiges, peut-être simplement un travail qui est fait au niveau de la Chambre arbitrale maritime de Paris, parce qu'il vaut mieux aller devant des arbitres de toute manière que devant la juridiction étatique, parce que sur ces sujets-là. Mais éventuellement, je ne sais pas, une réflexion qui peut être menée au sein des arbitres. On a des arbitres très compétents en France qui peuvent parfaitement trancher ce type de réclamation et peut-être oui, mener une réflexion au sein de la Chambre. En tout cas, moi personnellement, j'en serais ravie, même si j'ai des collègues à Londres qui sont très contents de travailler avec Wilco. Ça serait, je pense, ce serait intéressant d'avoir ce travail-là. Ouais. Donc, affaire à suivre là-dessus. Il nous reste quelques instants. Si dans le public, on va faire les questions au public. Si dans l'assistance, il y a des gens qui ont des questions à se poser, on a un micro qui va pouvoir être disponible si vous voulez lever la main. Et il y a quelqu'un qui va vous passer le micro pour poser la question à l'un ou l'autre des intervenants. Monsieur. Ça ne m'étonne pas. Vers le milieu. Bonjour à tous, Sébastien Odgiter, avocat à Paris, cabinet Villeneuve, comme le contrat. Juste une petite précision. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'aussi il y a une volonté des pouvoirs publics. Et je vais vous donner un exemple. Quand en France, au large des côtes françaises, un navire est en perdition, la préfecture maritime peut donner un ordre
d'aller obligatoirement assister ce navire. C'est-à-dire l'administration française va donner l'ordre à une compagnie de remorquage, qui va fréquemment être les abeilles, de porter assistance au navire. Et les abeilles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont négocier un contrat et elles vont demander un contrat LOF, c'est-à-dire un contrat anglais. Alors que on est face à une réquisition par une administration française sur un navire qui a un problème dans les eaux territoriales françaises, avec une assistance qui est faite par un navire qui appartient à un armement français. Et donc là, je pense qu'il y aurait peut-être un premier moyen, peut-être un petit moyen, pour justement essayer d'offrir une alternative à la compétence des tribunaux anglais. Voilà, c'était une petite remarque. Une remarque qui n'était donc pas une question, mais peut-être qu'il y en a un de vous quatre qui a envie de réagir. Wilco, vous avez envie de réagir? No, I don't think I'm in a position to respond to. Je ne pense pas être en mesure de... Dans l'assistance en bas ou dans le balcon, a envie de poser une question, ou l'autre, je vois pas de main levée, ça veut dire que c'était certainement très clair. Merci du coup à vous tous, merci pour ces... Ah, il y a quelqu'un en haut. Attendez, je vois pas. Ouais. Pardon. Ouais. Alors, non. C'est bon? Non. Bonjour. Ah, pardon. Ah, si. Là-haut, je l'avais pas vu. Pierre Tinard, Diociassi. Moi, j'aurais voulu savoir, je comprenais que la rémunération de l'assistant intéressait majoritairement les assureurs corps et machines, et que la Scopic était finalement un moyen d'impliquer un petit peu les P&I Club à une opération dont ils tiraient un bénéfice direct, la limitation de la pollution, mais où ils participaient relativement peu. Il me semble que la Scopic était un premier pas, mais un petit peu insuffisant. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dernièrement, et est-ce que les P&I Clubs sont mieux investis dans la question de la rémunération de l'assistant? Alexandre Rocher, c'est certainement pour vous. Alors là, tout à l'heure, j'ai pris un exemple avec 2 millions, 2,5 millions, donc on était très proche. Mais on pourrait être à 2 millions et qu'il y ait une indemnité qui soit quasiment nulle. Et donc, dans ce cas-là, le PINEC, il va quand même intervenir jusqu'à ces 2 millions. Donc, c'est pas négligeable non plus. Après, pour répondre directement à la question, non, il n'y a pas d'évolution. Enfin, c'est en constante, on va dire, discussion, ces questions-là, parce qu'en fait, c'est des questions qui sont assez récentes. On parle de fin des années 90. Et la Scopic, c'est la 3e version d'une indemnité qui soit quelque chose de différent de l'indemnité de l'article 13, quelque part. Donc, il y a des discussions, mais plutôt sur le long terme, sur cette évolution, et c'est certainement perfectible. Il y aura sûrement d'autres versions de Scopic, voilà, à l'aune de nouveaux cas, c'est certain. Mais à l'heure actuelle, pas rien de très concret. Si je peux rajouter oui. une chose, les P&I sont plutôt impliqués dès le début, en fait, parce qu'il faut savoir que si le navire est malheureusement en perte totale, les assureurs corps vont cesser d'intervenir parce que nous on va payer la perte totale, et les coûts pour remonter le navire, pour le rapatrier, le mettre à la casse, etc., ce sera pour le P&I Club. Donc pour eux, c'est plutôt bien de sauver le navire. Donc ils vont vraiment être impliqués dès le début pour qu'eux, ils n'aient pas tous les coûts après liés à l'épave, en fait. Merci à tous les deux d'avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui surviennent? Alors, messieurs devant, si vous voulez bien. Au deuxième rang. Hi, good afternoon. Bonjour, je suis Petra de United Loss Adjusters. J'avais une question pour M. Wilco. Avec les nouveaux carburants dans le secteur maritime, vous avez également des incendies avec des batteries. Les grandes compagnies comme Smith, comment gèrent-ils ce genre d'incendie-là à batterie? Est-ce qu'il y a d'autres ressources? Parce que les incendies de batterie sont difficiles à éteindre. Il faut des moyens spécialisés. Comment vous préparez-vous à faire face à ces nouveaux risques? Ben voilà une excellente question. Et effectivement, c'est à double tranchant. D'abord, on apprend sur le tas. Ce genre de situation vous apporte de l'expérience sur la façon de gérer ou non ce genre d'incident, mais il y a beaucoup de recherches en interne. Il y a de nombreux acteurs aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, qui travaillent notamment sur les batteries lithium-ion.
Donc il y a beaucoup de travail qui se fait, mais c'est vrai que ce sont des situations très compliquées et il n'y a pas de solution unique. Il faut beaucoup de réflexion pour voir comment ces navires doivent être construits ou comment placer les véhicules à bord. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident avec les carburants de substitution, mais il y a du travail en cours. Là-dessus, nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience pratique, mais les batteries au lithium, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui existe. Merci à vous quatre pour ces éclairages concrets et complémentaires. On a vu que le sauvetage maritime, c'est vraiment une orchestration bien complexe, rapide, où l'expertise technique et juridique est clé. Merci également à ce public averti et attentif pendant ces 2 jours si denses. Maintenant,